Daniel Alexandre Bidon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes commissaire de cette exposition La Tôle en peur, en plein cœur de Paris, dans ce bâtiment historique. Et le thème cette année, c'est à table au Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? C'est très spécial, on parle beaucoup d'alimentation, etc. Mais à table au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on mange au Moyen-Âge? Voilà, justement, le Moyen-Âge est très à la mode, mais très souvent les reconstitutions sont fautives. Quand on s'intéresse aux textes et aux images, aux enluminures des manuscrits, on se rend compte de tas de choses qui nous échappent, par exemple les manières de table. Ce n'est pas seulement ce que l'on mange qui est intéressant, mais la manière dont on les mange ou dont on les boit. Alors, c'est la desserte, la façon de disposer les plats, les couteaux, les fourchettes qui n'existaient pas. Alors, les fourchettes qui n'existaient pas, la manière de se tenir à table, est-ce qu'on a le droit de mettre un coude ou deux sur la table? Peut-on s'essuyer le nez et la bouche sur la nappe? A-t-on le droit de cracher? Et si on crache par terre ou sur la nappe? Alors, etc. la réponse à ça, c'est quoi? La réponse est que les bonnes manières ont été inventées en gros fin 12e, début 13e siècle, et qu'à partir du 13e siècle, des quantités énormes de manuels de bonnes manières à table ont été écrites et à l'intention des enfants, donc très souvent versifiés, un peu comme les fables de La Fontaine, pour que les enfants puissent mémoriser. C'est les civilités, on a appris à devenir parfaitement poli, comme à la cour, même en ville, à partir du XIIIe siècle. Donc ça avait lieu d'abord à la cour, c'est la cour qui a incité. La cour a commencé effectivement et a créé la courtoisie, et puis après la ville, Kiwis, a créé la civilité, et les civilités, donc c'est vraiment une invention du XIIIe siècle. On ne pouvait plus mal se tenir à table sans être méprisé. Est-ce qu'on peut dire que ça nous vient d'ailleurs, peut-être d'Italie, non? Non, non, non. Ça a été créé vraiment aussi bien dans le nord de la France, en Italie. C'est un grand phénomène général qui anime l'Europe, donc une exigence de bonne tenue. Alors, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, on ne commençait pas par les plats qui commencent aujourd'hui, les repas français. On commençait par quoi? On commence par, alors si on est dans une grande table, une table aristocratique, on commence par un apéritif, qui est donc une boisson accompagnée de sucreries épicées qui ont pour fonction d'ouvrir l'appétit. Parce qu'en fait, apéritif, ça veut dire ouvrir en latin. Appellere, c'est ouvrir. Et donc, on ouvre l'appétit en buvant de l'hypocras, qui est à l'origine un vin médicinal, et qui avait justement pour fonction de faciliter la digestion, d'aider à digérer ce que l'on va manger. Et alors après, les plats principaux, c'était pas... Les plats principaux, il y en a plusieurs. Donc, il y a des plats, ça dépend si on mange donc à une autre midi ou le soir. On mange des potages. Alors, les potages ne sont pas du tout des soupes. Ce sont en fait tout ce que l'on cuit dans un pot. Donc ça peut être une sorte de ragoût de viande par exemple, de poisson ou de volaille. Et puis il y a des rots, donc les rôtis, les plats rôtis à la broche, ou bien des plats au four. Mais le rôti est en général réservé à une frange huppée de la population. C'est des plats très préparés, très mijotés. Alors, très souvent, il y a plusieurs techniques de cuisson qui sont combinées dans l'élaboration d'une recette. On commence par ébouillanter une viande, ensuite on la fait revenir, ensuite on la met à la broche, il peut y avoir une farce à l'intérieur. Les cuissons simples ne sont pas appréciées parce qu'on ne cherche pas du tout à faire naturel, on cherche à faire culturel. Le monde médiéval a besoin de manger de la culture et pas du naturel en fait. Alors les sucreries qu'on a découvertes un peu au 19e, je crois, ça avait un peu commencé à l'époque ou pas du tout? Ça avait énormément commencé, mais il faut être riche pour en avoir. Donc, dès le XIIIe siècle, il y a du sucre, de la canne à sucre cultivée dans le sud de l'Europe. Mais comme en dessert? Espagne, non, ça peut être en entrée aussi, et puis beaucoup en médicaments. À l'origine, c'est fait pour être un médicament. Et alors, au point de vue de la disposition des tables, ça ressemble très... Ce qu'il y avait à la cour à l'époque, et toujours à la cour aujourd'hui dans les cours européennes par exemple. Bien, n'ayant jamais eu, contrairement à Stéphane Bern, l'occasion de dîner à la table des grands, je n'en sais rien. Simplement, effectivement, on mange suivant son milieu social. Donc, les milieux sociaux ordinaires, qu'ils soient paysans, artisans, même bourgeois, en ville, sont des milieux. Donc, on mange en vis-à-vis. Un homme, une femme, et puis en face de vous, il y a un homme, une femme, etc. Mais à la cour, les tables sont faites de sorte à ce qu'on ait un spectacle à observer, à admirer, et ne serait-ce que le spectacle du ballet des serviteurs qui viennent inventer les plats. Et donc, il n'y a personne en vis-à-vis. Et par conséquent, on dresse les tables en U, mais quelquefois on en dresse dans des tas de salles autour, jusque dans la rue parfois. Tant le nombre d'invités est important. Donc on voit tout ça ici, et voilà. donc bon appétit. Bon appétit. Merci. Au revoir.